Cosa Vostra. La nouvelle entreprise RTBF qui a vu le jour en 2018 a été créée pour répondre à cette transformation. Donc en fait, l'idée c'est de se dire aujourd'hui on ne va pas la radio dans son coin, le digital dans son coin, la télé linéaire dans son coin. C'est plus comme ça que ça fonctionne en fait. Les formats ont évolué d'ailleurs en fonction des usages. Et donc l'intention de la RTBF c'est de toucher 90% de la population francophone. Bienvenue dans Médiarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médiarama. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Sophie Benoît, responsable de la programmation linéaire à la RTBF. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cet acronyme, il peut y en avoir. La radio-télévision belge de la communauté française. Sophie, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, avant de commencer, quelques questions sur ton parcours. Certes, tu travailles en Belgique, mais tu es française du Nord-Pas-de-Calais. On parlait un peu de nos origines. Absolument. À peu près communes entre le Nord et le Pas-de-Calais. Et tu es un transfuge de France Télévisions, une maison dans laquelle tu es resté près de 12 ans. D'abord à la direction des programmes, puis à la direction des études, pour terminer à la direction des programmes numériques. Alors, donc, tu as passé quelques années. C'est quoi les 2-3 leçons que tu retiens de ton expérience à France Télévisions? Alors, avant de parler des leçons, je vais juste corriger. Parce qu'en fait, j'ai passé 27 ans là-bas. Ah oui, donc En fait, j'y suis née. On m'a trouvée dans un panier. T'es un bébé France Télévisions. Voilà, on m'a trouvée dans un panier, puis on m'a gardée. Non, mais plus sérieusement, je faisais mes études pour devenir journaliste à l'époque. Et j'ai eu la chance d'avoir un petit boulot et de trier des dépêches et de distribuer les dépêches à Christine Ockrent et consorts. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai eu mes diplômes. J'ai allé vers une thèse d'histoire contemporaine. Et à ce moment-là, on m'a dit, tiens, il y a un poste aux études. Je ne sais pas si ça s'appelait déjà études, mais au sondage. Ouais. Voilà. Est-ce que ça t'intéresse? Je partais pour être journaliste ou dans les relations extérieures. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas, des statistiques, de la sociologie, ça va me plaire. Et puis, j'en suis plus sortie. Voilà. T'as plongé dedans. Voilà. Et donc, en fait, de chargée d'études, je suis passée responsable d'études, puis directrice des études. Et effectivement, après cette expérience aux études qui était formidable, parce que quand on est aux études, on met son nez vraiment dans les contenus, mais dans les publics, ce qui est important. Et bien, quand après, il y a une nouvelle équipe qui arrive et qui se dit, tiens, j'irais bien prendre des gens qui savent ce que le public attend. On est venu me chercher pour aller au programme. Ça a été court, mais ça a été dense. On n'a fait que 2 ans avec Jean-Baptiste Jouy, qui était directeur des programmes, au moment de Carolis. Et puis après, je suis partie au digital. Donc, toujours directrice des programmes digitaux. C'était le début. Ouais, c'était l'époque de... On a mis des tuyaux, on ne sait pas très bien ce qu'on va mettre dedans. Et puis, pareil, on s'est dit, tiens, il y en a une qui aime beaucoup le contenu, beaucoup les publics, et puis qui a l'air de savoir un peu, qui a l'air d'être sensible. C'est un peu l'histoire de ma vie. C'est sensible, en fait, à ce qui se passe. L'air du temps? L'air du temps, les tendances, les usages, le respect des publics, tous les publics, pas un seul public. Et donc, dans le fond, il n'y avait pas de raison que le digital n'ait pas besoin de ça, parce que le digital démarrait, on voyait bien qu'il y avait des choses qui marchaient, d'autres moins, et on s'essayait à des nouvelles écritures qui n'ont pas forcément prises, mais en tout cas, il y avait une énorme attente par rapport à un groupe comme France Télé, donc ça a été une chance pour moi de travailler en tant que directrice des programmes. Alors, programme Internet, ça voulait dire que je ne m'occupais pas de l'info, mais de tout ce qui est site, émission, dialogue avec effectivement les internautes,
la vidéo qui est évidemment fondamentale et qui fait qu'à la fin, il y a une plateforme aujourd'hui qui est formidable. C'est le résultat un peu de toutes ces itérations, tous ces tests. Exactement. C'est échec et réussite en l'occurrence, hein, parce que ça bouge quand même beaucoup. Absolument. Test and learn, si on veut employer des mots à la mode, mais expérience formidable à France Télé. J'y suis née, j'y ai grandi, j'ai acquis de la maturité, j'ai rencontré des gens formidables. Il y a encore là-bas des poussins. Des gens qui sont passés en stage chez moi et qui sont d'ailleurs des niveaux assez remarquables et qui le méritent parce qu'ils sont remarquables. Donc les poussins ont bien grandi quand même. Les poussins, je crois qu'il y en a un qui est même directeur adjoint des antennes, etc., etc. Bon, bref, des poussins qui sont devenus majestueux. Et voilà, donc en fait, France Télévisions, c'était long, mais comme j'ai eu la chance de bouger beaucoup, il y avait à la fois de la pérennité et à la fois, j'ai changé à chaque fois, mais toujours dans l'optique de m'intéresser au public. Et puis, il y a eu un moment, pour des tas de raisons, on se dit, tiens, si on allait essayer de faire à l'extérieur ce qu'on sait faire en interne, avec des gens qui produisaient, qui m'ont dit, mais viens travailler avec nous, ça nous intéresse aussi. Donc, côté producteur. Et donc, je me suis arrêtée 4 ans en tant que consultante. Un joli mot. Ouais, un joli mot. Valise, t'es devenue indépendante, tu pouvais travailler avec d'autres acteurs sans forcément t'engager. Absolument. Et je pense que c'est toujours pareil. Ces acteurs, il y en avait que je connaissais bien, puisque j'ai bossé avec l'équipe de Réservoir de la rue, mais Réservoir Prod, avec Morgane Prod, etc. C'est des gens qui travaillent avec le service public. Donc, il y avait, comme moi, je le connais très bien en interne, et pareil, j'ai une connaissance assez aiguë. C'est pas pour me vanter, c'est surtout que j'ai ça dans mes dans mes tripes, si je peux dire. Ça les intéressait effectivement d'avoir cette expertise-là. Ouais. Et si tu regardes, donc là tu nous racontais, quelles leçons tu retiens de toutes ces années qui peuvent te servir aujourd'hui, par exemple? Toutes ces années. La force du service public et l'importance du service public, peut-être qu'on y reviendra. Et c'est pas un vain mot, franchement. Surtout vu le contexte. Exactement, vu ce qui se passe, vraiment. La force des contenus et de la création, c'est quand même, si pas de contenu... Il y a rien. Il y a rien. Le contenu est roi quand même. Donc toujours. On peut être beaucoup sur le marketing, il n'y a qu'à, il faudrait que... Non, l'intelligence, elle vient de ceux qui créent. Donc pour le coup, j'ai jamais été de ce côté-là. J'ai été beaucoup dans le conseil, beaucoup dans la recommandation, l'intuition, parce que je pense que j'ai aussi beaucoup d'intuition, mais d'une intuition toujours publique. Et c'est vrai que je suis très sensible à l'air du temps, aux tendances, mais pas dans le fait d'être en avance. Donc, je n'ai pas le cahier de tendance de Nelly Rodi qui va déterminer si oui ou non le velours va être à la mode l'été prochain, ou le liège. Mais par contre... de sentir vraiment ce qui se passe, voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimais déjà avant, parce que si j'ai voulu faire de l'histoire contemporaine, c'est pas pour rien, c'était pour comprendre, et en comprenant, apprendre, et si possible, m'en servir pour appréhender le monde, la société, et ça ne s'est jamais arrêté. Donc voilà. Et puis, tout le temps... ce qui est intéressant quand on continue à grandir comme ça, c'est de s'adapter aux nouvelles méthodes, aux nouvelles personnes. Alors, à France Télévisions, on est servi parce que plus maintenant, ils ont plus ce problème-là parce que la présidente est là depuis un petit moment. Mais sinon, on changeait carrément tous les 5 ans. On rechangeait de directeur des programmes, on rechangeait souvent de responsable d'unité de programme. Donc, il y avait une adaptation... forte à avoir. Comprendre les gens, comprendre leurs forces... Alors, il faut un esprit de conviction, mais je ne sais pas si je l'ai appris en faisant tout ça ou si c'était déjà inné et dans le fond, on s'est bien trouvé, quoi. Ouais, possible. Voilà. J'aime beaucoup l'art visuel. De toute manière, je pense que je suis très attirée par la culture au sens très large et le fait qu'on puisse y accéder. Donc, se retrouver dans un groupe comme France Télé, c'était se dire qu'est-ce qu'on doit faire, dans le fond, pour parler aux gens, pour leur donner accès à des documentaires, à l'information. Maintenant, on dit beaucoup de décryptage, mais c'était déjà le cas avant. Voilà. D'accord. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on est venu te chercher pour je suis bavarde, ça à la RTBF. Non, mais on n'a même pas évoqué. Tu sais que c'est un des avantages du format du podcast. On a le temps. Bon, c'est génial. Tu vois. Et donc, tu es arrivé en 2017
Oui, alors, la RTBF. donc moi j'avais cette petite entreprise où je faisais du conseil. D'ailleurs, j'étais en train de faire une mission pour France 5 sur l'adaptation de formats digitaux, Ouais. de doc en format, bien dedans. voilà, et voilà que je vois passer régulièrement les cultures. Je sais pas quoi, TV, je crois. On raconte rapidement des histoires culturelles et ça reste super. Et puis en juin 2017, effectivement, j'ai eu un petit coup de fil d'un chasseur de tête qui m'a dit on cherche quelqu'un dans un pays francophone, est-ce que ça vous intéresserait? Alors moi j'ai pensé toujours, je suis tout de suite Canada et j'ai dit Canada, c'est loin. C'est loin, j'ai Ouais. une famille. Et puis de fil en aiguille, j'ai su que c'était la RTBF. Et puis c'était un poste de programmation, ce qui m'intéressait pas forcément, parce que j'avais l'impression, comme tous les Français un peu pédants, j'avais une autre expérience, chanter du digital. D'un retour un peu en arrière, quelque Oui, chose d'un peu je me suis dit, d'ailleurs, pas hyper excitant, voilà, on va non, se dire. pas du tout. Pas Tu vois, de la d'innovation. programmation. Ouais. Bon, c'est pas très gentil, parce que c'est d'ailleurs. Non, mais tu vas démontrer que c'était au final. Exactement. Donc tu peux le dire en préambule. Mais voilà, c'est mon côté, j'avais fait ça, programme, j'avais un a priori. Et puis, il y a eu un mot-clé qui est arrivé tout de suite, c'est la restructuration de la RTBF, une réorganisation de l'ensemble de l'entreprise sur le modèle, on va en parler après, je crois, mais de la NRK en Norvège ou de la BBC, et avec une direction contenu média. Et si je prenais en charge d'abord ce service, c'était pas la programmation d'une chaîne, mais en fait, c'est là-bas, il n'y a pas de directeur, il y a 2 directeurs, puis après, on est responsable. Donc, ça commence comme ça. Donc, ça aussi, ça m'a, je l'avoue, au début, un peu désarmée, puisque... habituée à des organisations... Oui, j'étais directrice quand même, zut. Et puis... On y tient à ces titres, parfois. Et puis, petit à petit, j'ai compris vers où j'allais, c'est-à-dire une entreprise totalement visionnaire, qui avait compris la nécessité de se restructurer et de changer si elle voulait continuer à toucher tous les publics. Et puis, j'ai assez vite eu un entretien avec l'administrateur général de l'époque, qui est toujours le même, qui s'appelle Jean-Paul Philippot. Et ça a matché. En tout cas, de mon côté, je me suis dit, si je viens, c'est pour lui. Vous voyez bien travailler avec lui. Oui. Alors, je travaille assez peu en direct avec lui, mais ce qui a matché, c'est sa vision et sa stratégie. Ouais. Et en fait, ça, c'était un petit truc un peu nouveau. C'est de tomber sur quelqu'un qui dirigeait l'ensemble de l'entreprise, qui est un peu différente de France Télé, parce qu'elle comprend les radios. Ouais. Et de me trouver en face de quelqu'un qui avait déjà un pas d'avance, quoi. Ouais, une vision. Donc ça, une vision, un pas d'avance, une appréhension, et une appréhension à partir des publics. Donc en fait, pouf, 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 pouf. Et qui reste en plus en place des années, puisque tu dis qu'il est toujours... Il est encore là. Il est encore là. Il a été reconduit et il est encore là pour au moins 2 ans ou 3 ans, je crois. Et donc, après, il y a eu... alors, ils sont sérieux là-bas. C'est pas, on signe pas un contrat sur un bout de bureau. Il y a eu tous les entretiens avec les chasseurs de tête. Il y a eu des jurys. Il y a eu des tests. Pour toi, pour ton recrutement. Oui, il y a eu passage devant le CA. Enfin, voilà. Donc, a priori, tout ça, t'as validé, puisque t'es... visiblement, oui. Et ça a marché. Je suis arrivée au mois de décembre dans la nuit. Et donc, toujours sur ce poste, responsable de la programmation linéaire, officiellement, c'est ton poste. En réalité, c'est responsable de la publication TV linéaire. Parce que, justement, dans cette fameuse réorganisation, il y a une direction des contenus, avec la production et les unités thématiques. Et de l'autre côté, il y a la direction des médias. Ces médias, c'est la télé linéaire, la publication télé linéaire, la publication digitale, avec la plateforme, les réseaux sociaux et le site Actu, et les radios. Donc en fait, on est des publications, on s'adresse à un public, on travaille avec des éditions d'offres qui font la stratégie. J'avance un peu dans les questions. Et j'allais bientôt te dire, on va en parler de tout ça. Je voulais juste... je m'arrête. Un instant avant de tout divulguer. Faire une petite pause pour expliquer un peu la carte d'identité un peu de la RTBF, parce qu'on ne connaît pas forcément bien en France la RTBF. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les audiences, les chiffres, ce qu'il y a dans la RTBF? Tu l'as dit un peu, il y a de la radio, c'est un peu une des spécificités. Forcément, on compare avec France Télévisions, c'est comme s'il y avait France Télévisions et Radio France réunis.
pour la partie francophone, sachant que voilà, il y a aussi le flamand et l'allemand. Il y a un peu de 3 RTBF-like, on va dire, en Belgique. Non, il y a une RTBF qui s'adresse donc au public francophone. Et il y a une VRT flamande, c'est-à-dire son homologue pour la Flandre. Ouais. Et on est effectivement dans le même immeuble, séparé par un couloir. On ne parle pas la même langue, on n'a pas la même dotation, c'est-à-dire les mêmes moyens financiers. Oui, exactement. Parce qu'effectivement, on n'a pas le même nombre d'habitants. Donc, en ce qui concerne la Wallonie et Bruxelles, on est sur 4,5 millions ou près de 5 millions de personnes. Et il y a 7 millions, je pense, ou 6 millions en Flandre. Donc, voilà, on n'a pas la même culture. C'est quand même ça incroyable aussi. Ça fait partie de mes découvertes en arrivant là-bas. Enfin, on le sait, mais en fait, on ne sait pas. Une fois qu'on arrive là-bas, on comprend effectivement toutes les différences. Donc, moi, je suis vraiment sur la partie francophone. Chaîne de service public. Oui, on est proche de France Télé, on pourrait en reparler. On est plus proche de nos amis suisses qui ont aussi la radio, par exemple, la NRK, la BBC. Alors, la BBC, en termes de nombre d'habitants, est plus proche de la France, et nous, en termes de nombre d'habitants, on est plus proche de la Suisse francophone. Voilà. Ouais. Donc, on a un peu les mêmes soucis aussi. Alors, c'est 6 radios, c'est 3 chaînes de télé. En ce qui me concerne, donc, je m'occupe des antennes télé linéaire, la Une, qui est la grosse chaîne mainstream qui s'adresse au public, nous. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sauf si tu as envie, mais, non, mais le public, voilà, qui est fédérateur. Il y a une chaîne pour les jeunes adultes de 25 à 44 ans qui s'appelle Typique, qui a aussi sa radio, qui s'appelle Typique aussi. Ouais. Et il y a une chaîne une antenne qui se partage avec 2 chaînes, la chaîne pour les enfants, Vieux Kids TV, de 7h à 19h30 et dès 19h30 jusqu'à minuit. Il y a une chaîne culturelle, alors on appelle la chaîne qui à la destination des publics affinitaires, qui sont en affinité avec la découverte. Donc on n'est pas loin d'Arte. Le modèle, c'est un peu Culture Box. Bon, je crois savoir qu'ils ont un petit peu pris le modèle chez nous. Je ne leur en veux pas. Bon, cela dit, ça pose un petit souci toujours, parce qu'on partage une antenne avec un public bien déterminé, très enfant, et qui en plus, de plus en plus préfère aller regarder en délinéaire et en enfant. Et un public qui est plus fidèle, les affinitaires. La 3, et c'est une chouette chaîne aussi, qui nous permet de faire des belles audiences avec des documentaires, des films d'auteur, etc. Donc j'ai de la chance, parce que en fait, j'ai clairement et ça aussi, ça fait partie des motivations pour aller travailler avec eux, c'est que dès le début, j'ai ma feuille de route qui est établie, et on me dit, voilà, tu travailles pour ces 3 chaînes, il faut que tu trouves une programmation, une publication, voilà, qui permettent de toucher les publics qui sont sur ces chaînes. Ouais. Donc déjà, voilà, tu ne vas pas chercher la même chose, tu vas travailler avec les unités de programme, enfin, on les appelle les thématiques en Belgique. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus clair et c'est un exercice qui n'est pas facile, mais qui est payant. Alors, les chiffres, on y va ? Ouais, si tu as quelques chiffres à nous donner, ne serait-ce que des ordres de grandeur un peu qu'on puisse imaginer ça. Ouais, alors la RTBF, elle est leader depuis 2017. Il n'y a pas de lien, Mais bon, je le glisse quand même, depuis ton arrivée. Alors, il y a 2 temps. J'ai un document qui me donne les chiffres en 23 jusqu'en mai 24. Pourquoi ? Parce qu'après démarre le foot, le Tour de France, etc. Où là, on part dans comme on a la chance d'avoir ces sports incroyables. Les droits de diffusion. Exactement, on part dans des sphères incroyables. Donc, je suis honnête. Là, j'ai pris avant les sports 26% de part d'audience. Ouais. Pour l'ensemble des 3 chaînes. On est devant RTL qui est à 23, ça donne... voilà. Et RTL, c'est 3 chaînes aussi, c'est Plug, Club et RTL TVI. Et on est devant les 3 chaînes françaises qui sont TF1, France 2, France 3. Après, il y a AB, il y a Arte, il y a les autres chaînes, comme on dit aussi en France, qui pèsent dans les alentours de 20%. Donc, on est assez content parce que... Vous êtes leader. On est leader. Alors, attention, le reach baisse comme partout. Le nombre global de téléspectateurs. Exactement. L'audience linéaire est en baisse. C'est inexorable. Il y a quelques trucs qui continuent à marcher, on en parlera après, mais c'est inexorable parce qu'aujourd'hui, pourquoi
s'emmerder à regarder à une heure précise, alors qu'on peut regarder quand on veut, où on veut, et sur n'importe quel device. Ouais, tout simplement. Une fois qu'on a compris ça, on arrête de lutter. Ouais, bien sûr. On arrête de lutter. Et je fais une petite incise. C'est aussi, je pense aussi, pour ça que mon profil les a intéressés. Parce que dans le fond, ils ne cherchaient pas un directeur de programmation ou directrice de programmation pour faire un chemin de fer et mettre des émissions dans les cases. Dans cette restructuration, ils avaient besoin de gens qui avaient totalement compris effectivement l'évolution dans laquelle on était en 2017 et dans laquelle on sera en 2027. Donc tu peux prendre des libertés de mettre des programmes plutôt sur le digital ou des cases. En tout cas, tu n'es pas trop siloté dans ta manière de travailler. Pas trop siloté et surtout, je suis toujours en train de me mettre dans la peau du programme que je vais diffuser. Enfin, je ne me mets pas dans la peau du programme, mais de comment en fait il va vivre, comment il va être consommé. Est-ce qu'on va vouloir le regarder après seul? Est-ce qu'on va le regarder ensemble? Est-ce que on voudrait le regarder au début sur la télé, puis après, voilà. Ouais. Donc, j'ai ça en tête tout le temps et je pense que ça leur a plu. C'est pour ça, parce que comme ils étaient en train, eux, de prendre totalement conscience, bien avant les autres, et ça, je le redis vraiment, ça, c'était top, parce que moi, j'avais l'impression d'arriver dans une entreprise qui avait compris et qui avait pris la mesure de ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Ouais. Voilà. Et donc, ces 3 chaînes, elles n'ont pas le même étiage. La une qui s'adresse au public, nous, elle fait 20% voilà, parce qu'elle a l'info, elle a la fiction, on en reparlera après, mais elle a les gros poids lourds qui s'adressent vraiment au public, nous. Donc, on va dire les plus de 35 ans. Typique qui s'adresse plutôt aux jeunes adultes, même s'ils peuvent toucher les bien plus jeunes ou les bien plus vieux. En tout cas, le ton, c'est un bon jeune adulte. Ouais. C'est 4% sans le sport. Bon, là, on est à 8 parce que typique, c'est la chaîne du sport. Voilà. Là, en ce moment, l'Euro, c'est dessus. C'est dessus. La Formule 1, c'est dessus. Le foot, c'est dessus. L'ensemble des épreuves sportives sont sur typique, sauf quand l'équipe nationale, quand les Belges... Voilà. Et ça devient du coup... C'est-à-dire tout ce qui concerne le national part sur la chaîne nous. La première. Voilà, c'est une manière de rendre hommage à l'événement, etc. Et la 3 est à 2,5, ce qui est pas mal, parce qu'on est loin, loin devant Arte. Et on est très, très fiers. Et Ovio Kids, j'ai un score sur les 4,14. C'est pas terrible, 4%. On a un travail à faire sur les enfants. En même temps, on est conscient aussi, puisqu'on a donné le nom d'Ovio Kids, c'est le nom, dans le fond, de la plateforme. Ouais. Et on est en train de transférer petit à petit vers la plateforme, en fait. Exactement. Où il y a beaucoup plus, une expérience plus riche. Exactement. Exactement. Etc. Ouais. Mini aparté sur le sport, tu disais, donc là, il y a eu l'équipe, donc le match France-Belgique, c'est donc 77% de part de marché. 77% de part de marché. Quand je suis arrivée la 2e année, on a eu le mondial, où en plus les Diables étaient dingues. Bon, ils se sont fait voler le match par la France et donc j'ai eu beaucoup d'ennuis après. Comme d'habitude. Dans les couloirs. Oui, ça doit pas être simple pour toi. Non, c'est pas simple, mais bon. Parce qu'il y a la passion, quand même. Mais j'avais quand même mon écharpe rouge, jaune, noir, évidemment, sans problème. Et je pense que j'avais affiché dans mon bureau, parce que là, ça faisait qu'un an. Je crois qu'un jour, on avait fait 92% de part d'audience. C'était, je pense, le match France-Belgique. Ce fameux match. Épouvantable. Voilà, donc on a renouvelé l'expérience. On a eu très très bons scores grâce au sport, parce que tout simplement l'événement en linéaire, c'est ce qui marche. Oui, de toute façon en France aussi. Alors c'est pas la même part d'audience, mais c'est les plus grosses audiences de l'année pour chacune des chaînes qui a ces c'est vrai dans tous les pays, oui. Parce que quand on se rencontre, si j'ai l'occasion d'en parler, parce qu'on se voit avec les pays. Notamment les chaînes publiques, oui. Ouais, exactement. Et on a à peu près tous les mêmes constats. Ouais. Donc, bon, c'est pas étonnant non plus, mais c'était le 77 que je trouvais assez intéressant. C'est dingue. Si je reviens, donc RTBF organise audiovisuel public. Est-ce qu'il y a des obligations comme un France Télévisions sur le type de programme que vous devez... est-ce qu'il y a des critères que tu dois respecter en termes de mission envers tes publics? Énormément. Et en fait... C'est ça qui fait la force de ces métiers. Et c'est pour ça qu'on est tous un peu différents, qu'on se retrouve
Là, on était à Montréal il y a 2 semaines avec nos amis canadiens, suisses, français. C'est que en fait, on a des bâtons dans les roues. Alors après, c'est pas des bâtons dans les roues, c'est de se dire oui, l'État nous finance. En échange, on a des heures d'information à faire. On a une offre qui doit être axée sur la culture, le documentaire. Alors après, on peut discuter des heures sur ce qui est culturel ou pas, mais en tout cas, on a des quotas et on les respecte, parce que si on ne les respecte pas... tu te fais taper sur les doigts. Mais évidemment. On doit diffuser tant d'heures d'œuvres européennes, on doit diffuser tant d'offres belges, donc créées par des petits producteurs indépendants belges, parce qu'on fait aussi vivre le tissu social, même chose pour la fiction belge, qui est apparue il y a 10 ans, c'est-à-dire la fiction nationale, qui coûte énormément d'argent, et nous, on a évidemment beaucoup, beaucoup moins d'argent que France Télévisions ou TF1. Et pourtant, il faut le faire. Il faut le faire, et il faut soutenir les auteurs, il faut soutenir les réalisateurs, il faut soutenir l'ensemble du tissu social. Pourri parce que tu as moins de moyens, donc il faut... non, mais, tu vois, on pourrait se dire, bon, il y a moins de moyens, on est obligé de le faire, mais bon, tu vois, il faut... Eh bien non, parce que c'est souvent les pépites. Ben voilà. Voilà, parce qu'en plus, quand c'est belge, ça marche mieux. Ouais, voilà. Ça on va revenir peut-être sur les programmes, ça peut être intéressant, effectivement. Mais donc, par rapport à cette mission de service public, quand même des vraies similarités avec ce que tu as vécu chez France Télévisions, ces guidelines, un peu de mission, il n'y a pas de choses particulières. Non, il y a la Belgitude, je ne sais pas si... Si, eux, par exemple, je pense qu'à France Télé, par exemple, ils diffusent... Mais ça, c'est plus un choix de Delphine Ernotte. Ils diffusent plus de séries étrangères, alors que nous, on en diffuse toujours. Ouais. Mais bon, on a des quotas extrêmement précis. Alors, moi, je connais mes quotas en matière de programmation, mais chacun les a. C'est-à-dire que le directeur de l'info a son lot de quotas, la directrice de production a son lot de quotas. Enfin, quotas, c'est-à-dire les obligations qu'on doit, puisqu'on touche une dotation, et ça me paraît assez logique. Mais par contre, j'ai eu cette discussion avec mon boss il n'y a pas longtemps. Faut reconnaître qu'on a un métier plus compliqué que les autres. Ouais, probablement, parce que plus de contraintes quelque part. Absolument. Et justement, à la lumière un peu de l'émergence des nouvelles plateformes, TikTok, consorts, etc., les chaînes aussi en continu, comment est-ce que cette mission de service public se renouvelle ? Tu vois quoi ? Est-ce que tu parles justement avec tous ces acteurs publics, est-ce que tu sens une adaptation, plus d'investissement, plus de diversification éditoriale ? Le nouveau modèle, la nouvelle entreprise RTBF qui a vu le jour en 2018, a été créée pour répondre à cette transformation. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, aujourd'hui on ne va pas la radio dans son coin, le digital dans son coin, la télé linéaire dans son coin, c'est plus comme ça que ça fonctionne en fait. Les formats ont évolué, d'ailleurs, en fonction des usages. T'es bien placé pour le savoir, parce que tu fais des podcasts. Donc, voilà. Et donc, l'intention de la RTBF, c'est dans notre cahier des charges. Je peux même le montrer à la caméra. C'est de toucher 90% de la population francophone. Ouais. Alors, c'est énorme. C'est pas une part d'audience. Hein. C'est l'exposition. Vous devez toucher 90%. Voilà. Alors, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait. C'est 90% de la population francophone qui est en contact avec un programme de la RTBF hebdomadairement. Ça veut dire que peu importe chaîne linéaire, tu parlais de TikTok, on a un programme qui cartonne, si tu peux aller le voir, qui s'appelle Mise à jour, qui est un programme d'info sur TikTok, qui marche très très bien, mais qui s'appelle pas RTBF, qui s'appelle Mise à jour. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, ces résultats en réalité, je devrais dire 90% d'ailleurs, mais pas 90%. Ces 90%, ils arrivent avec le fait qu'on leur dit, est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous avez écouté ? Et les gens ne savent pas forcément que quand ils sont sur Tarmac, j'ai oublié de parler de Tarmac, qui est en fait la plateforme pour les nouvelles générations, plateforme radio. On peut faire des études après et s'apercevoir que c'est pas forcément relié à la RTBF, mais en tout cas, c'est une chaîne de la RTBF. Ouais. C'est une marque à destination de... Voilà. Donc déjà ça, c'est dans notre contrat de base, c'est d'essayer de toucher tous les publics avec tous nos contenus qui sont sur différentes plateformes. Ouais. Voilà. Donc s'il faut passer par YouTube aussi, on va essayer de les rapatrier le monde les gens sur dans audio. la mesure du possible, voilà. Mais vous n'avez aucun problème à multidistribuer vos contenus
partout tant que vous touchez et que vous répondez à cette mission. Et qu'on rapatrie vers chez nous. Ça, c'est très important. Parce vous que avez toujours ça en tête. Oui, ça, on l'a toujours en tête. Et c'est vraiment, d'ailleurs, un des objectifs de l'année, c'est de se dire, on ne mettra pas tout sur YouTube, par exemple, mais par contre, on mettra des produits forts et on essaiera de faire revenir les gens sur notre plateforme qui est Ovio. D'accord, donc oui, ça, on va en parler évidemment de cette plateforme, c'est un projet clé dans le dispositif, mais donc l'idée est de se dire, on met quelques épisodes par exemple de séries, et s'ils veulent voir la suite, Exactement. Il faut venir chez vous pour voir la suite. Oui, ça, ou un documentaire incroyable comme White Power qu'on a eu il y a une semaine et qui cartonne sur YouTube, et qui est du coup... voilà, qui fait référence dans les documentaires de la plateforme Ovio également. Ok, bon, on va parler d'Ovio dans 2 minutes, juste un peu des éléments de différenciation sur la partie éditoriale, tu as commencé un peu à l'évoquer. Comment se distinguent les programmes de la RTBF d'autres chaînes en Belgique ? Justement parce que l'intérêt c'est de toucher tout le monde, et le fait d'avoir ces 4 chaînes, c'est de se dire c'est plus simple dans un certain sens, puisqu'on va se dire on va aller toucher pas tous les publics, mais les publics en fonction de leur attente. Donc, effectivement, je vais prendre un exemple très précis. C'est quand même assez gai parce que on fête le débarquement, le 6 juin. On n'aurait qu'une chaîne, on aurait fait un documentaire qu'on aurait voulu le plus fédérateur possible, et puis il n'aurait pas forcément touché tout le monde. Avec les 3 chaînes, on voulait, parce que la temporalité est super importante, les anniversaires restent importants, et ça sur tous les publics. Eh bien, on a eu la chance de travailler avec les thématiques, qui nous ont offert 3 documentaires, acheté 3 documentaires différents. Un apocalypse pour la une, un autre pour typique, très jeune adulte, avec un récit, une narration très jeune adulte, et un autre pour la 3, qui est... plus éducatif, plus accessible. Qui va plus dans le fond. D'accord. Voilà, qui va plus dans le fond et dans le décryptage de ce débarquement, et on a cartonné sur les 3 chaînes. Donc ça, c'est vraiment... Là, j'ai le sentiment d'avoir réussi mon coup, mais pas toute seule, évidemment. Ouais, non, mais bien sûr. Et c'est grâce au fait qu'on ait compris qu'il fallait toujours passer par le public, j'insiste. Ouais. Voilà, et encore, je ne te parle pas de tout ce qui a été fait à côté, que ce soit en info, dans mise à jour, sur les réseaux sociaux, etc., qui fait que finalement, RTBF, débarquement, et là, on est totalement dans notre rôle. Je parle de documentaire, que j'ai mis en prime time. Ah oui, parce qu'en plus, franchement, dans ces cas-là, et quand on trouve ces pépites-là, ils ne sont pas en seconde partie de soirée ou cachés quelque part. C'est l'événement. Voilà. Et c'est aussi pour ça que ça marche. Et ça cartonne. Et ça cartonne. Ok, donc c'est un beau succès, et évidemment. Je peux non, mais on te croit. Et évidemment, avoir ces 3 canaux un peu thématiques, ça te permet d'avoir des choses beaucoup plus pointues que quelque chose de générique qui déçoit forcément tout le monde un peu à un moment donné, quoi. Absolument. Très clair. Et si on parle de fiction, quelle part ça prend, la fiction, l'information, la jeunesse ? Est-ce qu'il y a des objectifs de production maison ? Tu l'as dit, peut-être oui, parce que ça, ce que j'ai vu, notamment, il y avait eu de très beaux succès. Alors pour des programmes qu'on connaît en France comme HPI en coproduction avec France Télévisions. Donc c'est quoi vos objectifs de production maison ? Alors, il y a 2 choses. Alors, la fiction est très importante sur les 3 chaînes d'ailleurs. Ouais. Et elles sont très... Là aussi, joie de pouvoir offrir des choses très différentes selon les chaînes. Donc, sur la une, c'est surtout la fiction coproduite avec la France. Donc, tu as vu HPI, mais Brocéliande... C'est un exemple parce que ça avait vraiment cartonné, mais tu en as plein d'autres probablement. Ça a cartonné. Et d'ailleurs, on est toujours en prédiffusion. Et pour HPI, la petite histoire, c'est que c'était super parce que quand on l'a lancé, c'est nous qui sommes passés en premier. Et TF1 joue le jeu à fond à chaque fois. Ils veulent savoir si ça a marché parce que souvent, on est un indicateur de succès. D'accord. Et en fait, après, on a lancé HPI. Ça a été un carton absolu. Et on a eu le droit à une petite vidéo d'Audrey Fleurot qui nous a remerciés en disant que du coup, elle était super contente parce que ils en ont fait un petit buzz en France pour dire venez voir HPI parce que ça a cartonné en Belgique et ça a cartonné en France aussi. Donc voilà. Mais on a aussi des meurtres, des secrets du Finistère, de la Brocéliande, des Vortex, enfin des séries un peu plus modernes. Et tout ça, c'est en coproduction ou avec TF1, Arte ou Arte Fiction, je ne sais pas trop, mais plutôt TF1 France 2.
Voilà. Donc, c'est de la copro, mais une part je connais honnêtement, là, c'est plus ma partie. Donc, la partie financière, savoir combien, c'est pas le plus important. Il faut inviter le directeur de la fiction de la RTBF, Marc Janssen, qui est formidable et qui parle beaucoup mieux que moi de tout ça. Mais en tout cas, ça a été lancé avant que j'arrive, cette idée de coproduire avec la France, et c'est un très, très, très beau succès. Ça marche bien, c'est des beaux partenariats. Ah ouais, super. Alors, il y a des acteurs belges qui sont dedans, etc. Ouais. Ça, c'est la copro. Après, il y a la fiction nationale, qu'on dirait en France, en tout cas la fiction belge. Qui a paru il y a 10 ans, t'avais l'air de dire. 10 ans. Ouais, on a fêté les 10 ans. C'est-à-dire qu'avant, ça n'existait pas. Absolument. Ça n'existait pas. Et ça coûte des sous. Il a fallu trouver des accords, CNC, etc. Là aussi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je sais qu'on a fêté les 10 ans cette année parce qu'il y a une grande soirée où effectivement il y avait le ministre de la Culture, etc. Parce que justement, grâce à il y a même une fondation, une association d'auteurs. Enfin bref, on soutient les auteurs belges. On accompagne auteurs, réalisateurs, producteurs. Et donc, ça a donné... là, c'est génial parce que ça a donné des vrais succès. C'est-à-dire, on a eu... La Trêve, saison 1, saison 2, saison 3, Ennemi public. Plus récemment, on a eu Baraki pour Typique, qui raconte l'histoire des Baraki, c'est les gens de Charleroi. Un peu sympathique, un peu les ch'tis de Charleroi. Pandore, où on a eu une saison 1 qui raconte la politique belge, enfin comme si c'était la politique française d'ailleurs. Bon, petite particularité, mais quand même. 85, qui parle des tueurs du Brabant. Et là, petite incise aussi, 85, on le diffuse. En même temps, on décide de faire un podcast sur les tueurs du Brabant, qui est une histoire vraie, un fait divers vrai, qui s'est passé en 1985 et qui a cartonné, puisqu'on l'a diffusé, on l'a mis sur Ovio en même temps. D'accord. Voilà. Attraction, qui est une autre série française qu'on a coproduite, on n'a pas coproduite, c'est fiction belge avec TF1, et qui est passée sur TF1. Voilà, donc vraiment... Moi, je les conseille à tout le monde. Allez les voir. Il y en a certaines qui sont... C'est pas réservé aux Belges. C'est de très bonne qualité. Non, super qualité. Vous connaissez les séries flamandes qui sont aussi de très bonne qualité. Non, mais c'est vrai. En plus, le réalisateur d'Attraction, c'est un des réalisateurs flamands des grandes séries flamandes. Non, c'est... Et il y a ce petit côté, en plus, magnifique qu'ont les Belges, que ce soit un peu surréaliste, d'humour, Voilà, ils vont assez loin. Non, mais c'est vrai, il y a une vraie touche, touche belge dans la fiction. Ouais, vraiment, des personnages incroyables. Franchement... Et tout ça, si on veut le voir, on va sur Ovio. On va sur Ovio. Alors, en France, on ne va pas sur Ovio, sauf si on triche. C'est-à-dire que c'est réservé aux IP belges ? Oui. Alors, il faut un VPN. Il faudrait que leur VPN sponsorise Mediarama. Tu sais, sur les youtubeurs. Mais ouais, donc il faut un VPN. Mais il y en a plein qui l'ont, parce que... tu vois bien. Bien sûr. On sait que le Cactus, par exemple, est beaucoup regardé. On a la MotoGP, par exemple. Bon, bref, je ne devrais pas dire tout ça, mais... Non, mais en même temps, entre toi et moi, si c'est pour faire vivre la vie de ces contenus qui ont été produits, tant mieux. Non, il faut, voilà. Mais c'est normalement réservé Ovio, donc Ovio, c'est votre plateforme. C'est la plateforme pour le... Global ? Oui. Je ne sais pas si le terme est bon. Si, c'est exactement ça, c'est une plateforme globale parce qu'elle englobe tous les contenus. Toute la production. La production, qu'elle soit produite pour la télé, produite pour le digital, produite pour la radio, il y a les podcasts, il y a toute la partie directe aussi qui est super importante parce que effectivement, si on pense aujourd'hui au nomadisme, le fait de regarder où on veut, quand on veut. En ce moment, quel que soit le device, dans le métro, on va sur Ovio. Le score de l'Euro en direct, c'est hallucinant. D'autant plus qu'il y en a certains matchs qui sont à 18h. C'est pareil pour Roland Garros. Donc, voilà, une plateforme qui est extrêmement riche en contenu. Et il y a aussi des contenus originaux. Il y a aussi des séries qu'on achète spécialement pour Ovio. Ouais. Par contre, une fois que tu es belge et que tu es inscrit en Belgique, tu peux, moi j'arrive en gratuitement France, à fond, aller sur ma télé française. Des contenus. Voilà.
Moi, sur ma télé connectée, elle y est. Ouais. Donc, je regarde le Tour de France, mais commenté par mes amis belges. Tes amis belges. Voilà. Voilà, donc vous pouvez aller voir. Faut vous débrouiller normalement, vous pouvez pas, mais vous pouvez, en cherchant un petit peu, voir tous ces contenus. Et comment se passe la programmation entre le linéaire, le non linéaire? Je sais pas, est-ce que les articulations, la circulation des contenus, vous avez des règles, vous avez une stratégie claire là-dessus? Écoute, moi, c'était pas une déception, mais au début, j'aurais bien voulu récupérer aussi, parce que j'étais passée par le digital, Ouais. et toujours avec ce souci de l'usage du public, etc. Et en fait, l'organisation n'est pas faite comme ça. Donc, il y a vraiment une structure audio, une structure télé-linéaire. En revanche, on travaille complètement en synergie, de plus en plus. On appelle ça de la programmation hybride, c'est-à-dire que maintenant, on imagine, Pandore arrive, nouvelle saison 2, la nouvelle série belge, elle arrive en septembre, octobre, je ne sais plus. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la preview? Et si on fait de la preview, est-ce que c'est le matin même ou c'est 10 jours avant? Preview, pardon, c'est le permettre de le regarder, en fait, sur Ovio. Sur Ovio, avant la diffusion. Voilà. Linéaire à la télé. Voilà. Et est-ce qu'on fait du stacking? Donc, le stacking, c'est on regarde 2 épisodes sur la télé linéaire et puis après, la semaine d'après, on en rediffuse 2 autres et on empile des épisodes pour que les gens, à la fin, puissent avoir l'ensemble, ou on met du binge tout de suite, on met l'ensemble des épisodes sur Ovio. Eh bien, ça, c'est des choses qu'on fait en fonction... Au cas par cas. Au cas par cas, en fonction des événements. On est d'accord que quand je parle de Pandore, pour nous, c'est quelque chose d'événementiel. Oui, c'est une grosse série, donc il y a toute une préparation autour. Voilà. T'événementialises un peu. En revanche, l'ensemble des programmes, là, on va vers l'Ovio First, c'est-à-dire se dire que dès le matin, on aura tous nos contenus. Allez, affaire conclue. Je parle belge. Allez. Allez. Affaire conclue, ou les séries, dès le matin, à 8h, elles sont sur la plateforme, tu les regardes quand tu veux. Donc, ça devient Ovio First, quand même. Oui, on est parti sur C'est plus le deuxième écran de replay, de rattrapage. Non. C'est plus considéré comme un second écran. C'est une plateforme. À part entière. Voilà. Mais tu sais aussi que tu peux y retrouver tes programmes que tu as peut-être vus ou entendu parler sur la télé linéaire. On va dire que moi, je suis une autre publication. Et l'idée aujourd'hui, c'est que toutes ces publications se renvoient, en fait, les contenus, pour qu'à un moment donné, ils touchent le public. Ce que je trouve limpide. Ouais. Voilà. Et moi, dès le début, comme j'étais passée par le digital, je suis arrivée et on m'a dit « Ah, on va mettre ça 15 jours avant sur Ovio, t'es pas d'accord ?» Je dis « Mais si, évidemment. Il y a des gens qui ne regardent plus déjà sur la télé linéaire. Donc, si ça leur permet de voir un contenu RTBF, je ne vois pas pourquoi je dirais non. Mais oui, mais ça va peut-être te retirer de l'audience. Non. En fait, on a fait des tas d'études et en fait, non. Au contraire, ça permet une plus grande notoriété du produit, quelle horreur. du programme. Du programme, etc. Non, mais donc, ça marche comme ça. Et donc, peut-être qu'il ira au final regarder la suite en linéaire. Ou voilà. pas. Et en fait, et à un moment donné... il faut jouer avec les deux. Ouais. Parce qu'en fait, nous, on est quand même là... Bon, maintenant, je plaisante à moitié, mais je dis on est un peu la grande bande-annonce d'Ovio. Enfin, ça permet de mettre en avant les programmes. Les gens n'entendent pas parler grâce à... À la puissance du linéaire, quand même. Mais il faut quand même reconnaître un truc, c'est qu'en linéaire, la fiction, et notamment, par exemple, les séries américaines, non. Ça n'est plus regardé. Les jeunes ne regardent plus les séries à une heure fixe, un mardi, un samedi, point. Non, ça n'existe pas, ça. Donc, on passe, on peut regarder la télé linéaire, on la regarde encore, il y a encore beaucoup de monde, mais plus comme avant. Donc, déjà, on peut se dire, si on achète des séries qu'on adore, il faut qu'elles aient une vie sur Ovio. C'est indispensable. C'est indispensable. Indispensable, voilà. Sinon, ça n'existe pas. Oui. Alors, je te donne un exemple, parce qu'on a passé Tchernobyl, parce que moi, j'étais ravie d'avoir ça sur Tipeee, qui a cartonné. Ouais, très belle série. Mais on n'a pas eu les droits. Et donc, ça a été une vraie... Les gens... Donc, ils enregistrent beaucoup en Belgique. Donc, on a du live +7, on peut recalculer. Ils sont tout le temps en train de... Si les gens de la RMB m'entendent, ils vont pas être contents, mais d'essayer de sauter les pubs. Donc, ils enregistrent tout le temps. Donc, et ils enregistrent aussi pour regarder après. Donc, s'il y a un match de foot en même temps sur RTL et qu'on a mis une série ou une fiction en face, on re-regarde les scores en live +7. D'accord, et tu vois que absolument, absolument. Mais oui, on collabore ensemble. Il y a une réunion une fois par semaine avec les gens d'Ovio et les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'être toujours un peu
répondance, ça se En dit écho. pas. En écho, voilà. Et puis, d'accommoder nos programmations pour que les gens s'y retrouvent, en fait, et trouvent... quand ils veulent, où ils veulent. Exactement, leur contenu. Et l'audio marche bien parce que c'est quand même des particularités. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes, au final, comme ça, ailleurs, où on y retrouve également l'audio et des podcasts, en tout cas, pas en France. Bon. Ça marche bien, t'as des... Écoute, en France Inter, Radio France. Oui, Radio France, non, mais ce que je veux dire, c'est à la fois la vidéo et l'audio. Écoute, c'est là aussi, hein, c'est pas ma spécialité, non, mais oui, vraiment, on a très très bons résultats. 10 millions de contenus écoutés en streaming sur l'année 23, c'est beaucoup, c'est 24% d'augmentation par rapport à l'année d'avant. Donc ça, c'est super. Donc sur ces 10 millions, il y a la moitié qui sont sur des contenus natifs. Ouais. Mais il faut quand même reconnaître que dans la majorité des cas, c'est quand même des podcasts. Enfin, voilà, on vient réécouter les émissions. Mais tu vois, je te parlais des Tueurs du Brabant, 185 000 les écoutes. Femmes coupables, c'est un autre podcast. Donc, on a comme ça quelques... Et puis, dans les top 10, on a La Semaine des 5 heures, qui existe sur la première, la radio, tous les jours, mais qui est extrêmement... écouter en podcast, leur âge, enfin, on a des vraiment très grosses marques qui fonctionnent très bien. Tout ça se retrouve sur Ovio. Alors après, pour avoir un peu travaillé là-bas aussi, sur le digital, il faut de plus en plus aussi être sensible à l'aménagement de la plateforme pour qu'on retrouve vite ces contenus. Exactement. Je pense qu'il y a des progrès à faire sur retrouver ces contenus. En termes là, tu veux dire vraiment d'expérience utilisateur, exactement. Pour être à l'état de l'art par rapport à des plateformes comme Netflix, Amazon, ou qui ont vraiment travaillé les expériences. Et même en France, il y a eu des gros travail ces dernières années sur les plateformes TF1+, M6+. On sent quand même qu'il y a de la concurrence. Alors TF1, ils n'ont pas les radios. Parce non, que, ils n'ont pas les radios. Là, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est pas évident, et c'est pour ça que le modèle BBC est pas mal. Parce que là, on a quand même de nombreuses publications. Donc, on a, je ne vais pas dire un puissant fond, mais un contenu incroyable. Et il faut effectivement que chaque utilisateur trouve son contenu rapidement. On a aujourd'hui une nouvelle plateforme qui s'appelle RTBF Actu, donc, qui est plutôt accessible via son smartphone. Et qui est aussi super bien et qui a été faite aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aller très rapidement retrouver ces contenus, audio si c'est audio, digitaux, et surtout l'info, puisqu'il y a des articles dessus aussi. Et c'est pas sur Ovio. Il n'y a pas eu la question de se dire est-ce qu'on met l'actu, est-ce qu'on met l'info sur Ovio ? Sur Ovio, c'est que des contenus digitaux, il n'y a pas d'écrit. Là, sur RTBF Actu, tu as des enquêtes et des dossiers rédigés. On est d'accord, on fait bien le... Ouais, bien sûr. Mais tu vois, t'as quand même des JT, donc tu as quand même un peu de vidéo. Et en fait, à partir du moment où tu te dis, j'ai de la vidéo, j'ai de l'audio, je peux aussi avoir du texte. Il pourrait y avoir une espèce de grande plateforme. Alors, oui, ça je... Bon, c'est plus après des non, ce qui va avoir sur Ovio... bientôt, sur Ovio, il y aura des commentaires, enfin des échanges, des sages que je pense assez intéressants, qui a été un peu mis de côté parce qu'il faut beaucoup de curation, etc., mais qui va revenir. RTBF Actu, c'est pour vraiment pouvoir le consulter rapidement sur son... Je suis en train de le chercher. Mais... c'est une app d'actu avec du flux, du texte. Voilà, tu peux aller sur Ovio, mais après tu pars sur l'autre appli, Ovio, etc. L'idée, c'est toujours de se dire que tu rapatries vers la RTBF, vers une publication RTBF, voilà. Dans votre écosystème, c'est quand même ça l'objectif. Et est-ce qu'il y a des nouveaux formats que vous aimeriez investir pour diversifier encore l'offre de programmes ? Il y a des choses que vous regardez en nouveaux formats ? Alors, en tout cas, mon équipe, nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait par rapport à effectivement ces nouveaux usages. On continue de réfléchir, même si on laisse pas tomber les gens qui sont devant la télé et notamment devant tous les directs. Oui, bien sûr. On peut parler, il faudra peut-être qu'on parle un tout petit peu de l'info aussi, parce que c'est super important. Mais, et on s'est dit, mais on a une expérience linéaire, et aujourd'hui, on le voit bien, les gens qui vont sur les plateformes, ils passent un temps fou à chercher, ils trouvent, il faut se mettre d'accord, etc. Et si on revenait, alors, c'est pas une idée de nous, on est arrivé, mais c'est marrant, mais on a commencé à réfléchir à ces Fast TV, enfin, ces chaînes Fast,
il y a 3 ans, puisqu'on a fait notre première, il y a 2 ans, notre chaîne Fast de Noël. Donc, on était quand même en amont. On a commencé à regarder un peu ce qui se faisait. Pas grand-chose. Les constructeurs, télé, Rakuten, etc. Bon. Et puis, on s'est dit, mais tiens, c'est intéressant parce qu'on a une expérience de télé linéaire. Et on s'est mis à travailler avec la plateforme Ovio. Et puis, maintenant, on a en permanence 3 chaînes. Aujourd'hui, par exemple, il y a une chaîne Faits divers. Sur Ovio, dont tu as la charge. Exactement. C'est nous qui avons construit la grille avec des fictions et des documentaires. Il y a une chaîne Ma télé bien aimée, qui est une chaîne d'archives de la RTBF. Et il y a une chaîne toujours en permanence, Ovio Kids TV. C'est-à-dire que dans l'espace enfant, kids, tu peux, si tu n'as pas envie d'aller choisir ta série... lancer une chaîne. Exactement. Donc ça, c'est assez sympa. Et ça commence à donner des beaux petits résultats. La Faits divers, là, elle fait 1000 par jour. Alors évidemment, en France, 1000 par jour, on se dit, mais elle est folle. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et... surtout, l'ergonomie n'est pas encore complètement... Enfin, l'ergonomie, en tout cas, l'espace d'Ovio n'est pas encore complètement adapté à ces nouvelles chaînes. Donc, il faut les trouver. Bon, c'est dans la télé du direct. Et voilà. Et tout ça, c'est en voie d'amélioration. Oui, c'est ça. Ça, c'est une réflexion qu'on mène de mon côté. Sur les formats en eux-mêmes, parce que je ne suis pas côté contenu, que te dire, je pense que tout le temps, les thématiques essayent de réfléchir à quel format, pour quel public. Mais je n'ai pas en tête. Déjà, les fasts, c'est un bon truc. Ouais, on est assez content de ça. Et on est en train de réfléchir aux prochaines. On s'est monté un petit comité de programmation. On va choisir. L'idée, c'est aussi de mettre la découvrabilité des contenus Ovio. Donc, voilà. Donc, c'est aussi de se dire, on a des contenus, on va les mettre en avant. Tu tombes dessus, tu vas regarder après la VOD. Enfin, voilà. Ça paraît tout con, mais c'est du travail. Ah ouais, c'est du travail. Et d'ailleurs, on est payé pareil. Je fais passer un petit message. Si on prend un petit peu de hauteur et qu'on regarde un peu vers le futur, c'est quoi les axes prioritaires de la RTBF pour la rentrée 2024 ? Alors, en termes de contenu ou en termes de stratégie globale ? Les deux m'intéressent. Pour toi, c'est quoi tes axes prioritaires ? Moi, mes axes prioritaires, ils restent les mêmes. C'est-à-dire se dire que tout ce qui est produit, créé par... nos experts en contenu de la RTBF rencontrent leur public. Donc, en télé linéaire, ça reste la fiction, qui est le genre divertissant, intelligent, en tout cas qui répond complètement aux attentes de la télé linéaire. Pas n'importe quelle fiction, pas forcément des séries de 24 épisodes, maintenant c'est plus 6, etc., etc. Mettre en avant l'info qui est... Parce que qu'est-ce qui marche aujourd'hui en linéaire ? Enfin, je ne vais pas donner des recettes, mais c'est effectivement tout ce qui a un lien avec la temporalité du public. Donc, c'est l'info. C'est le direct du midi, c'est le direct du soir, c'est le direct si jamais il y a quelque chose. Je pense que les équipes d'info de la RTBF savent très bien que dès qu'il y a un moment fort, déjà ce matin, on était prévenu qu'il allait y avoir la nomination du Premier ministre en Belgique. On va prendre l'antenne à 18h30, on va bouger ici, tout commence, on va le mettre sur Tipeee. C'est la réactivité. On a une formidable équipe d'infos, de sport aussi. Et effectivement, aujourd'hui, le linéaire, c'est ça. C'est l'événement et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de recul. On n'est pas non plus des chaînes d'infos, loin de là. Et il y a des magazines d'infos aussi pour réfléchir, pour prendre du recul. Et ça, pour moi, c'est dans mes objectifs. Après, il y a effectivement, c'est vrai en fait pour tous les genres, c'est-à-dire c'est vrai pour le genre documentaire, c'est vrai pour le genre divertissement. Et donc, moi, ma rentrée, elle sera sur la nouvelle série belge, elle sera sur le nouveau format de divertissement qui s'appelle The Dancer, qui est un talent show sur la danse. Voilà, et c'est à chaque fois de faire que les chaînes qui s'adressent à leur public existent. Voilà, on sache qu'elles existent. Voilà. On dirait France Gall. Résiste. Non, mais voilà. Non, mais il y a un peu de ça, en tout cas, faire résister et faire connaître ces programmes et qu'ils vivent leur meilleure vie quelque part après sur les autres réseaux. C'est ça. En stratégie, quand je fais on a fait notre stratégie 2027 pour le linéaire, c'est vraiment ça. C'est vraiment tout ce qui sera direct, tout ce qui sera... Et puis la belgitude, évidemment, la mise en avant de la Belgique, et puis nos obligations, mais qui sont des obligations légitimes, c'est-à-dire fournir un contenu
intelligent, intelligible et qui est fait... Et qui répond à votre mission Exactement. De service public. Exactement. Et d'ailleurs, il y a d'autres services publics européens ou des diffuseurs que tu regardes particulièrement, qui t'inspirent? Alors justement, j'ai parlé déjà plusieurs fois de la NRK, mais alors moi, j'étais pas là, mais quand ils ont fait la restructuration de la RTBF, ils ont été plusieurs fois là-bas, c'est Norvège, hein. Parce que c'est le modèle, hein, contenu média, commissioning au milieu, etc. Plus de direction en silo, plus de... Voilà. Même dans l'organisation, ouais. Voilà, c'est cette organisation qui fait que chacun est à la bonne place et est responsable de son secteur, qui fait que c'est pour ça que ça va marcher. C'est quand même dingue. Ouais. Franchement, c'est dingue. Et la BBC, oui, évidemment, tous les pays européens. Mais franchement, l'expérience qu'on a eue là, il y a encore 3 semaines, parce qu'on a la chance tous les ans de se rencontrer avec les autres pays. Le service public francophone, non? MFP, voilà. Ouais. Médias francophones publics. Voilà, ça nous permet de nous inspirer, d'écouter, de voir aussi qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes, parce que nos amis suisses, régulièrement, ils doivent reprouver qu'ils sont importants, sinon on leur retire leur dotation. Les Canadiens, c'est pareil. C'est la même chose. Nous, voilà. C'est pareil. C'est pareil. Et France Télé, pas passé loin, mais voilà, c'est pareil. Faut se battre. Exactement. Donc oui, c'est inspirant parce qu'on va un peu tous dans la même direction. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les services publics sont plutôt dans la bonne stratégie, franchement. Ça serait vraiment dommage à chaque fois, je suis un peu surprise d'ailleurs que personne ne se lève en disant mais c'est une entreprise publique qui marche. Il y a tellement d'autres entreprises qui ne marchent pas. Ouais. Mais bon. Peut-être parce que ça nous paraît loin qu'on a l'impression que c'est pas possible de démanteler ça ou de le privatiser ou je sais pas, peut-être, tu vois, mais il doit y avoir un truc comme ça, il y a forcément de suspicion, alors que c'est tellement impossible, enfin, normalement, de pas faire ce dont on nous demande. Ouais. Voilà. Mais bon. Écoute, on verra. En tout cas, tu as de l'amour pour le service public et en tout cas la télévision publique, que ce soit en Belgique ou en France. Mais en fait, j'aime les publics, quels qu'ils soient. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, ce que j'aime aussi dans cette organisation, c'est de se dire, je peux aussi m'intéresser à un public de niche. Voilà, parce que c'est un public qui a besoin d'avoir telle série sur Ovio, qui a une attente par rapport... Avec la 3, on fait un travail avec la responsable de la 3 éditoriale, parce qu'il y a des responsables éditoriaux par chaîne. Par chaîne, j'imagine, ouais. Voilà, et on travaille main dans la main ensemble. Et l'idée, c'est, voilà, si on a un documentaire sur le chagrin et la pitié, c'est de se battre pour aller chercher le film derrière et de faire une soirée entière et le lendemain de voir les scores. Et on se dit, mais waouh. On a eu raison, on a su notre intuition. Ouais. Ça, c'est des beaux succès. Ouais, super. Sophie, merci. Il me reste la toute dernière question qui est le gimmick du podcast. Est-ce que tu aurais un truc cool à nous partager ? Qui ne soit pas un programme de la RTBF, puisque j'imagine qu'ils sont tous cool, t'en as bien parlé, ça a donné envie. C'est emmerdant parce que, en fait, je voulais parler de ça. Tu peux, alors après, c'est vraiment, il y en a un exceptionnel. Non, ce qui est cool, c'est que, on va pas se mentir, ça va pas être la dernière expérience, mais je suis un peu dans la dernière partie de ma carrière. Et normalement, à ce moment-là, on est désespéré, on a envie d'arrêter, d'aller faire du jardinage. Et moi, je suis quand même super heureuse d'être là-bas. Je me balade avec ma valise toutes les semaines. J'ai parfois mal au dos. J'adore les gens avec qui je travaille, qui sont absolument charmants. Et quand je le raconte, j'ai presque l'impression que ça agace. Mais c'est vrai, en fait. Donc, voilà, j'avais envie de raconter ça. Sinon, j'ai un petit... je peux te montrer mon éventail. Un bel éventail. C'est typique. I am hot. Et c'est pratique en ce moment, parce qu'il est un peu chaud. L'été s'installe enfin en France, y compris en Belgique. Sophie, merci pour ton temps et merci pour cette petite incartade dans l'audiovisuel public belge et en Belgique tout court. Donc, je salue les auditeurs belges. N'hésitez pas à vous manifester, envoyer des messages, je serais ravi. Et voilà, puis donc, merci pour un peu cette plongée dans la RTBF. Je pense que ce serait intéressant de voir d'autres points de vue dans la RTBF. Oui. Donc, j'essaierai de creuser le sujet. Probablement, tu pourras m'ouvrir quelques portes. Creuse. Il y a plein de gens formidables. J'en doute pas une seconde, mais voilà, c'était cette première incartade du côté des programmes. En tout cas, ça nous permet d'en savoir un petit peu plus. Merci pour ton temps. Merci François. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut!
Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.